Madame Tullard, Monsieur Tullard, vous venez de publier ensemble un livre avec un titre très étrange, puisque inhabituel par rapport à votre production ordinaire sur Napoléon. Napoléon et 40 millions de sujets, la centralisation et le Premier Empire. Donc, c'est un livre qui vous a été inspiré par le débat actuel sur le millefeuille territorial. Monsieur Tullard. Alors, l'unité de la France, c'est constitué autour de l'Île-de-France de Paris. C'est un mouvement qui a commencé sous la monarchie, qui a failli éclater sous la Révolution, où les Girondins ont voulu reconstituer les anciennes provinces, et la réaction a d'abord été celle du comité de salut public avec ce qu'on appelait la centralisation jacobine, puis ensuite avec Napoléon, ce qu'on a appelé la centralisation napoléonienne. La France donc est constituée d'un certain nombre de provinces que la Révolution a découpées en départements pour éviter les particularismes locaux, pour intégrer les provinces à la France, et Napoléon a repris ces divisions en départements. À la tête des départements, en revanche, au lieu d'avoir des autorités locales comme sous la Révolution, il a mis un homme qui est le préfet. Le préfet est assisté de conseils, un conseil général et un conseil de préfecture, car gouverner doit être l'homme d'un seul et délibérer celui de plusieurs. Cette centralisation napoléonienne fait que tout part de Paris et descend jusqu'au préfet, puis ensuite au sous-préfet dans la sous-préfecture, puis ensuite au maire dans la commune, et que tout remonte du maire de la commune au sous-préfet, puis au préfet et ensuite à Paris. Centralisation admirable, pyramide extraordinaire, parfaitement claire. Nous allons voir ensuite que ça s'aggravera. Mais malgré tout, un problème s'est posé dans cette centralisation napoléonienne, c'est celui de la circulation des ordres. Car à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télétype, il n'y a donc que des estafettes, en sorte que ces estafettes qui mettent jusqu'à 15 jours pour aller de Paris à Pau transmettent des ordres trop tardivement parfois, et les décisions sont laissées à l'initiative des préfets. Mais sur le papier, cette centralisation napoléonienne est un véritable chef-d'œuvre. Simplement, il faudra attendre le progrès des communications pour qu'elle fonctionne admirablement, trop admirablement à ce moment-là, car on en apercevra les inconvénients et il y aura aujourd'hui cette réaction de décentralisation. Cette structure administrative mise en place par Napoléon a remarquablement duré jusqu'à maintenant. C'est par vos fonctions que vous avez eu l'idée ensemble de composer cet ouvrage. En effet, par profession, moi je me suis plutôt occupée de décentralisation que de centralisation, étant responsable au Sénat du service des collectivités territoriales. Et puis j'ai aussi enseigné le droit des collectivités territoriales à l'université. Donc il nous a paru possible de marier nos deux expériences autour de 40 millions de sujets qui pour moi sont devenus 40 millions de citoyens, car la décentralisation est une conquête qui suit de pas très loin la Révolution. Elle est revendiquée dès le milieu du XIXe siècle. Et les premières mesures décentralisatrices apparaissent au moment de la naissance de la Troisième République, avec le maire élu au suffrage universel direct, enfin le conseil municipal élu au suffrage universel direct dès 1884, le maire étant élu au sein de ce conseil, le président du conseil général qui vient aux côtés du préfet animer le département, et il est lui-même le président élu d'un conseil général élu au suffrage universel direct dès 1871. Vous voyez que ça remonte quand même à un certain temps. Mais au fil du temps, on s'est aperçu, les communes et les départements, œuvres révolutionnaires se maintenant, qu'il était très difficile de faire fonctionner toutes ces structures territoriales, celles de l'État et celles issues de la décentralisation, de concert avec presque 38 000 communes. C'était un de nos problèmes, c'est pourquoi, sans vouloir supprimer les communes auxquelles les Français sont très attachés,
les hommes politiques ont progressivement prévu de créer des intercommunalités. Ces intercommunalités se sont dessinées entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui, avec des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines, à côté de syndicats intercommunaux, des structures extrêmement compliquées qui n'avaient pas les mêmes périmètres les unes les autres et qui se sont superposées aux communes sans qu'on supprime pratiquement aucune commune. Donc un millefeuille, c'est ainsi qu'il est né, et à quoi s'est ajouté au-dessus du département la région. Des régions au départ purement administratives qui sont devenues à leur tour en 1982 des collectivités territoriales aux côtés des départements et des communes, tandis que les services de l'État étaient toujours animés par des préfets, préfets de département, préfets de région. On est donc dans un système particulièrement administré. Il est vrai qu'on administre mieux de près que de loin, puisqu'on gouverne bien de loin, c'était l'idée du préfet de l'Empire. Mais aujourd'hui, on est peut-être suradministré, avec un coût pour le contribuable, il ne faut pas se le cacher, et on recherche toujours à simplifier. Mais il faut se méfier parce que toutes les lois de simplification, depuis 1999, intercommunalité, réduction du nombre des départements, peut-être suppression du nombre des régions et réduction du nombre des régions donc qui ne sont pas encore réduites. On se demande si on y parviendra dans des conditions satisfaisantes. On veut supprimer les départements, mais en même temps, on nous annonce qu'on va les maintenir. Donc tout ça est aujourd'hui en plein débat, et c'est la raison pour laquelle ce livre nous a paru d'actualité. Voilà. Merci, je vous admire parce que sur un sujet qui paraît aussi ardu, vous avez réussi à faire un livre très riche, très clair, très limpide pour les néophytes, pour les amateurs d'histoire. Et on retrouve depuis l'Ancien Régime jusqu'à nos jours toute cette histoire qui est finalement très humaine, hein, beaucoup passionnée et pleine de passion, très, très accessible à tout notre public. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous la fin de cette histoire? Est-ce la fin de l'œuvre napoléonienne? Allons-nous vers son enterrement? Cela paraît très peu vraisemblable. Effectivement, la France est l'objet de forces centrifuges et centripètes à l'intérieur de ses frontières naturelles. Il est évident qu'il y aura obligation de maintenir un pouvoir central, sinon ce serait l'éclatement des autonomismes locaux qui existent en Bretagne, qui existent en Corse, qui existent en Savoie, qui existent dans le Pays basque. Et par conséquent, ce serait cet éclatement de la France qui a failli se produire en 1793 et la centralisation jacobine, comme ensuite la centralisation napoléonienne, avait été une réponse à ces forces qui risquaient de mettre en cause la nation française. Merci, merci pour cette intervention. Je vous remercie donc pour ce livre, pour votre intervention auprès des lecteurs d'Hérodote.net. Et pour ceux qui pourraient être surpris par le décor et le bruit de fond, il faut savoir que cette interview a été réalisée sur la mer Égée pendant la croisière de l'histoire à laquelle participent de nombreux amis d'Hérodote.net. Merci et à une prochaine fois.